Bonsoir à tous. Bonjour à tous. 3 mois après la visite du Premier ministre dans les régions en guerre du Nord-Ouest et Sud-Ouest, le SDF constate que la situation sécuritaire s'est davantage dégradée au regard de la persistance des affrontements armés et leur impact sur les populations. Le SDF demande au gouvernement et aux groupes armés de mettre fin à la violence pour créer les conditions favorables à une rentrée scolaire effective dans 2 semaines. À cet effet, les journaux d'expression anglaise évoquent les campagnes gouvernementales en vue d'encourager les parents à inscrire leurs enfants à l'école, mais l'insécurité grandissante et les menaces de certains groupes séparatistes sont loin de les rassurer. En l'absence d'un véritable dialogue inclusif, le SDF, principal parti de l'opposition au Cameroun, menace de boycotter la prochaine session parlementaire si le président de la République ne prend pas sa responsabilité afin de mettre un terme à la guerre qu'il a lui-même déclarée selon les propos du SDF. Cette résolution du comité exécutif national du SDF a fait la une de la Nouvelle Expression et du journal The Guardian Post. Le Messager, quant à lui, a mis en lumière les dérives auxquelles sont confrontés ces jeunes Camerounais déscolarisés et sans emploi dans les régions anglophones. Ils sont enrôlés dans des bandes armées bien organisées qui sévissent dans cette partie du Cameroun. L'enlisement de cette crise anglophone inquiète également la presse internationale. Selon Mediapart.fr, c'est un conflit brutal et sanglant que Yaoundé voudrait étouffer en parlant d'opération antiterroriste. Pour le journal français Le Monde, ces régions anglophones sont au bord de la faillite et le calvaire des déplacés est indescriptible. Pourquoi le climat sociopolitique reste tendu malgré les annonces d'un dialogue sous la médiation suisse? Quelles sont les menaces qui planent sur la rentrée scolaire dans les régions anglophones et comment garantir un retour serein et en toute sécurité des enfants à l'école? Ces préoccupations majeures de la vie politique nationale n'ont pas éludé le grave incident survenu dans un poste électrique plongeant de fait une partie de Yaoundé dans l'obscurité depuis une quinzaine de jours. À la suite de cette absence d'énergie électrique et la grogne des populations, le journal Le Messager constate que le gouvernement balbutie sur la note salée des délestages. Le journal Essingan enfonce le clou en affirmant que le gouvernement se défausse sur un incendie. Par contre, Cameroun Tribune insiste sur les mesures d'urgence communiquées lors d'un point de presse conjoint organisé par les ministres de l'énergie et de la communication entre l'acquisition des nouveaux équipements électriques et l'alimentation priorité accordée aux établissements sensibles. Le journal Repère estime qu'il y a un front uni, gouvernement et Néo-Sonatrel, pour sortir Yaoundé du noir. Cependant, Mutation met en lumière les pénuries récurrentes dans les secteurs de l'électricité et de l'eau potable pour dénoncer une faillite de gouvernance au Cameroun. Ce grave incident, survenu à la suite d'un incendie, relance le débat sur la politique énergétique du Cameroun, un pays où les problèmes de fourniture d'énergie et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité constituent des obstacles à la croissance économique du Cameroun. Ces problématiques constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Maître Emmanuel Achou. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour téléspectateurs, bonjour co-panélistes. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et analyste politique. Merci d'être avec nous. Président national de Reform Party. Et président national effectivement d'un parti politique, Reform Party. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, David Eboutou. David, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs. Ils se comptent, c'est des nombres par milliers. Les échos me parviennent jusqu'à Yaoundé, je viens de Yaoundé. Bonjour à tous les panélistes qui sont là. C'est un plaisir de retrouver certains avec qui j'ai des affinités, j'ai quelques complicités. Et bonjour à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder et notamment à ceux qui croupissent aujourd'hui dans les geôles des prisons de notre pays parce que parfois ne sont pas jugés à temps, parce que parfois les dossiers sont perdus, parce que parfois il y a des lenteurs qui sont constatées du côté de l'administration judiciaire. Donc,
Je salue tout ce beau monde-là et je souhaite le meilleur pour tous qui aujourd'hui se posent des questions sur la conjoncture de notre pays. Merci de m'avoir invité. Nous allons en parler dans cette émission. Vous êtes analyste politique. Merci d'être sur ce plateau ce dimanche. Également présent sur le plateau de droit de réponse, André Luther Beka. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinox Télévision et tous les Camerounais qui sont épris de paix et d'intégrité nationale. Et je voudrais également, à l'occasion de cette invitation, inviter aussi la rédaction d'Equinox de prendre des mesures pour qu'il y ait l'équilibre dans le débat. Parce que je constate effectivement que vous avez renforcé le bataillon blindé de l'opposition, compte tenu peut-être de la qualité de l'invité, mais il est important, n'est-ce pas, dans la notion du débat qui est une notion d'équilibre. Je vous remercie de m'avoir invité. Et cet équilibre, André Luther, la preuve, votre présence ici, vous représentez 71% des suffrages exprimés en faveur du président de la République qui a été officiellement réélu. Et cela justifie votre présence sur ce plateau. Il y a des analystes politiques, des partis de l'opposition qui sont aussi à l'Assemblée nationale, tout comme le RDPC, d'où votre présence sur ce plateau, et des débats qui restent équilibrés sur Equinox Télévision et dans l'ensemble de ces émissions politiques. Merci d'être avec nous ce dimanche, André Luther, communicant du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Et en face de vous, André Luther, Fa Elvis Taillon, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Fa Elvis, bonjour. Thank you very much, Cedric. Good morning or afternoon to all those who are watching us. And just to remind you that I am from the office of the spokespersons. That's the National Communication Bureau, member of that bureau. And so I think I want to send special greetings to the President-elect, Professor Maurice Kamto, and all others who are incarcerated at the various detention centers in the country, and also sending special greetings to all the allies of the MRC, the militants themselves, and the would-be militants. Just to say, as our brother said, we will be on, and our intention is to give just what is required, nothing but the truth. Et à côté de vous, Edmond Kambia, consultant sur droit de réponse, éditorialiste à La Nouvelle Expression. Edmond, bonjour et une fois de plus, merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, d'abord la crise anglophone avec vous, Maître Emmanuel Achou. Vous vous rendez régulièrement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire. Quelle est la situation qui prévaut dans ces régions? C'est une situation de confusion parce que pendant que le gouvernement fait des pieds et des grues pour sensibiliser la population en vue de la reprise de l'école, les indépendantistes ont lancé un mot d'ordre de lockdown pendant les 4 premiers jours de la rentrée, et vraiment les parents ne savent pas à quel sens se vouer. On a eu des messages de menaces envers les parents qui vont envoyer leurs enfants à l'école, envers même les enseignants qui vont oser aller ouvrir les écoles. Donc vraiment la situation qui provoque est une situation de confusion parce que il y a des sensibilisations et contre-sensibilisations. Alors comment expliquer une telle atmosphère au moment où la communauté internationale appelle le gouvernement et les groupes armés séparatistes à créer les conditions favorables pour un retour à l'école? Justement, cette situation est provoquée par le fait qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de dialogue ou des conditions propices pour que, n'est-ce pas, l'école puisse reprendre. On ne saurait imaginer la reprise de l'école dans une ambiance de guerre où il y a des crépitements des armes de part et d'autre, où il y a des kidnappings, il y a des tueries à gauche à droite. On ne peut pas imaginer que l'école puisse reprendre dans ces conditions. Et c'est le cas, n'est-ce pas, pour moi de demander pourquoi insister à tout prix que l'école reprenne alors qu'on sait qu'il y a guerre. Il y a la guerre, on veut que l'école reprenne alors qu'on n'a pas de critères de feu. On n'a rien fait pour que cette guerre s'arrête. Mais on veut que l'école reprenne. Est-ce qu'on cherche à alourdir le bilan des morts? Parce que ce qui est sûr, c'est que l'école reprend dans ces conditions-là, il y aura des morts.
Ça, c'est ce qui est sûr. Alors, ce sont vos craintes. On va permettre à d'autres de réagir. Elvis, sur la situation qui vient d'être décrite dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, et le moral, l'état d'esprit des parents partagés entre la sensibilisation des membres du gouvernement et ces groupes séparatistes qui, pour certains, sont contre une reprise de l'école. Quelle est votre appréciation de la situation actuelle dans ces régions anglophones? Well, I think, Cedric, the main issue we have to understand is that, you know, when the president-elect, Professor Maurice Kamto, started the issue of the hold-up, amongst them was no to the war in the northwest and the southwest. And in the several outings that they took, protesting peacefully, the issue of the northwest and the southwest was also included. And amongst it on the agenda of the CRM party had always been that the government should call for dialogue. Now, when you ask me the situation presently, you see it becomes clear because I have constantly been on the ground investigating the situation in the northwest and the southwest region, Cedric. And I will be honest to tell you that if the government had listened to the plight of many Cameroonians and that of CRM to have engaged dialogue ahead of time, as it is said, a stitch in time saves 9. Where we find ourselves, Cedric, the temperature in the northwest and the southwest region is a call for concern. And the worst of it, I should be able to let you know, Cedric, is the fact that those that mount the government machineries and the ruling party itself have decided to politicize the Anglophone crisis. Because you cannot understand that while we are calling for dialogue and ceasefire, which has been top on the agenda of the party, many of those who go on the ground still use party lines to campaign for back to school, which is a good thing. But the modus operandi is wrong. For example, you understand with me, you're a journalist, that 195 million francs CFA has been disbursed by the state, certainly. And why does it go? Each division, out of the 13 divisions in the northwest and the southwest, they all each have 15 million francs CFA to campaign for back to school. But what is the worrying aspect? The money has not been given to mayors who represent the people, nor has the money been given to parliamentarians or senators who are representing the people, but it has been given to members of the ruling party who now champion the cause of back to school. And these are the very persons who are on the bad book or the bad list of those who are suffering in the northwest and the southwest. How do you expect, Cedric, under these normal circumstances, that people could take these particular party officials serious on the ground? It is a call for concern, and it looks like we are joking on the lives of persons as they keep dying day in, day out. CRM does not stand for that, as we have been agitating, and we will keep on insisting that until dialogue is done, the government must carry out its responsibility. That's why you see us always saying that when you talk about the issue of illegitimacy, has always been our worry, because when you work for the interest of the people, a statutory government will work for the interest of the people and not against the people as per se, because their plights have not been taken into consideration, monies have been given to the wrong direction, all in the name of politicizing the crisis, which is not supposed to be the case, Cedric. Alors vous critiquez la campagne qui a été initiée par certains membres du gouvernement pour un retour à l'école. André Luther, situation confuse selon certains panélistes sur ce plateau concernant l'état d'esprit des parents d'élèves à 2 semaines de la rentrée scolaire, un enjeu crucial pour le gouvernement, pour le Cameroun. Les critiques sur la démarche initiée par le gouvernement camerounais à travers certains de ses ministres et certains présidents de section RDPC qui appellent les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Comment expliquer cette situation? Disons que je ne sais pas si les Camerounais s'entendent parler, parce qu'il faut s'entendre d'abord parler. Je suis surpris qu'un opposant critique l'appel à rentrer à l'école. Qu'un opposant critique tous les moyens qui sont mis en œuvre par le gouvernement pour que les gens rentrent à l'école. D'ailleurs, lorsque vous observez, et je crois que les Camerounais, je prends les Camerounais à témoin et la communauté internationale, lorsque vous observez les indicateurs des ambazoniens, vous constatez l'irresponsabilité. Il y a des raquettes de toutes sortes. On empêche aux enfants d'aller à l'école parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'école. L'école, c'est une mission de libération de l'individu en tant que celui qui peut être inséré dans la société et apporter quelque chose à la société. L'école est une institution de fabrication des élites. C'est l'apprentissage pour ouvrir à la culture et à la civilisation.
Ils disent qu'ils n'envoient pas les enfants à l'école, mais ils veulent l'association. C'est tout à fait la destruction même de sa propre région et de ses propres enfants. C'est pour ça que je dis que lorsque vous voyez une telle bataille, où on tue les ressortissants de la région, où on séquestre les autorités, les natifs de la région, où on empêche que les enfants aillent à l'école, est-ce qu'il n'y a pas un problème de santé mentale? Il est important aujourd'hui de savoir que si il y a des problèmes, et bien évidemment, le président Paul Biya a donné des cycles de concertation. Le comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion permet à ce que dans ce cadre-là, les ambazonnés déposent les armes au travers des chefs traditionnels, des autorités religieuses et des autorités administratives, et le dialogue peut se faire dans ce cadre-là. Il est important de savoir également que tous les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui, c'est pour sauvegarder l'intégrité territoriale, l'héritage que nos parents nous ont laissé, l'héritage de l'intégrité, de l'unité nationale. Alors aujourd'hui, moi je suis surpris qu'on organise des débats pour dire qu'il y a confusion. Vous êtes un parent, quelle confusion? Si vous voulez envoyer l'enfant à l'école, il y aura quelle... Vous demandez à vos enfants qui sont en brousse d'arrêter ce massacre intellectuel et qu'ils aillent à l'école. Hein? Donc cela veut dire que, bien évidemment qu'il y a toute société hypocrite par rapport à elle-même, cela veut dire que le peuple du nord-ouest et du sud-ouest ne s'est même pas encore concilié avec lui-même pour permettre à ce que les choses aillent normalement et que les enfants aillent à l'école. Moi, je suis pour l'école parce qu'il y a le droit à l'éducation qui est inscrit en lettres d'or sur la charte, sur la charte de l'ONU, sur le droit à l'éducation. Donc moi, je suis... Est-ce que les conditions sont favorables pour ce retour à l'école au regard de la situation sécuritaire dans ces régions? Est-ce que le problème, c'est que les conditions soient favorables ou que la population soit d'accord sur le fait que les enfants doivent reprendre? Qui doivent mettre les conditions? Il y a bien sûr la population qui est partie intégrante de la sociabilité, de la sécurité dans l'environnement et l'État. Mais lorsque les parents eux-mêmes ne mettent pas un certain nombre de conditions, n'acceptent pas que les enfants aillent à l'école, que fera l'État dans cette duplicité? Que fera l'État? Lui-même, il a parlé tout à l'heure, en croyant peut-être mettre le gouvernement en mal, sur les conditions qui sont mises sur pied, sur les moyens qu'on a œuvrés. Lui-même, il a avoué qu'on a donné les moyens aux parlementaires, aux députés pour pouvoir sensibiliser. Mais effectivement, il y a blocage. Pourquoi il y a blocage? Parce qu'il y a une complicité, une duplicité des parents qui ne veulent même pas que leurs enfants aillent à l'école. Mais je vous dis donc que ce sera un retard. Ce sera un retard énorme par rapport, n'est-ce pas, à la formation des jeunes dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais un retard également par rapport même au niveau d'instruction que les enfants doivent avoir dans ces... Nous parlerons de ces conséquences dans cette émission. David Eboutou, sur la situation qui prévaut dans les régions anglophones à 2 semaines de la rentrée scolaire. Au sein du RDPC, on estime que les populations doivent, elles également, prendre la responsabilité quant au retour de leurs enfants à l'école pour assurer leur éducation et permettre à l'État, à travers le déploiement de l'armée, des gendarmes, de la police, afin d'assurer leur sécurité. Et de l'autre côté, ce sont certains groupes séparatistes qui sont contre ce retour à l'école. Comment expliquer l'évolution d'une telle situation? J'ai l'impression que certains banalisent ce qui se passe dans le nord-ouest ou au sud-ouest en termes de drame que nous vivons. Un triple drame au plan politique, civilisationnel et humanitaire, de ce côté-là. Quand je parle du drame humanitaire, je revisite dans ma mémoire cette discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec l'un des directeurs d'International Crisis Group au téléphone, qui me disait qu'il y a un rapport qu'il s'apprête de nouveau à publier sur la situation dramatique au Cameroun en ce qui concerne justement ce qui se fait, ce qui se vit en ce moment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il me parlait d'aujourd'hui d'une comptabilité qui va à plus de 2500 morts. Ils n'en sont plus à 1850 comme la dernière fois. 2500 morts plus. Ils me disent qu'on en est aujourd'hui à un peu plus de 400 morts comptabilisés au sein des forces de sécurité, donc militaires et policiers y compris. Ils me parlent d'un peu plus de 850 blessés.
au sein des civils. C'est extrêmement grave, Cédric Noufelé, pour qu'on s'y arrête un peu. Si vous mettez cela en corrélation avec l'appel aujourd'hui au retour à l'école, je parlais de banalisation tout à l'heure parce qu'il me semblait que depuis quelque temps, quand on interroge les prédispositions des belligérants à cette crise-là pour aller effectivement vers ce qui est escompté aujourd'hui en termes de retour de nos enfants à l'école, il me semble que le gouvernement n'a pas malheureusement fait assez. Je vais vous prendre quelques exemples. Le 20 juin dernier, il y a 2 leaders anglophones incarcérés à la prison centrale de Yaoundé, Mancho BBC et Général Ngalim, je les cite, qui ont commis une lettre ouverte où ils demandaient à leurs frères du nord-ouest et du sud-ouest d'accompagner le gouvernement vers la création ou alors la disponibilité d'un certain nombre de préalables pour que les enfants aillent à l'école. Et ils appelaient d'autorité. Eux qui ont été les belligérants directs de cette crise-là, au début, au prologue de cette crise, ils demandaient aux enfants de retourner à l'école. J'ai cette correspondance, vous pouvez la visiter, c'était une correspondance de près de 5 pages. Il me semble que ces acteurs-là ont tendu là une main tendue, pour mettre la tautologie, et qui n'a pas été malheureusement saisi. Quelques jours après, il y a eu mutinerie à la prison centrale de Yaoundé, et parmi ceux qu'on avait extraits pour aller subir quelques sévices du côté du CED, il me semble que ces leaders en ont fait partie. Et aujourd'hui, ils ne sont plus prédisposés à aller dans ce sens-là. Je vous parle là d'autorité, parce que j'ai discuté avec les principaux acteurs. Maintenant, quelques temps après, parce que j'entends parler de dialogue, et oui, le dialogue, effectivement, est une condition préalable pour aller vers l'assainissement des conditions dramatiques qui règnent aujourd'hui dans le nord-ouest ou au sud-ouest pour, effectivement, rassurer les parents qui devraient laisser leurs parents aller à l'école. Mais ce dialogue-là, est-ce que mon ami Mega peut jurer la main sur le cœur qu'il y a aujourd'hui des prédispositions qui font qu'aujourd'hui, moi, le parent au nord-ouest, je sois tout à fait à l'aise d'envoyer mon enfant à l'école dans 2 semaines. Pourquoi? Un autre exemple. Un autre leader de cette crise-là, un autre belligérant, Sisikou Ayoub Tabé, a commis une lettre ouverte lui également. Nous sommes là exactement le 27 mai dernier, où il appelait le gouvernement au dialogue, même s'il avait mis en avant un certain nombre de conditions, comme le fait qu'il faille libérer les détenus anglophones, comme le fait qu'il fallait que ce dialogue soit sous l'égide des Nations Unies, comme le fait qu'il fallait une démilitarisation totale dans ces partis en crise aujourd'hui, mais au moins, il prônait déjà le dialogue. Maintenant, est-ce que ces mains tendues de ces belligérants-là, qu'on a connus au prologue de cette crise, ont été suffisamment tenues par le gouvernement? C'est la question qu'il faut répondre aujourd'hui. Il y a une médiation suisse qui a été brandie par le gouvernement pour justifier le début d'un dialogue. On a vu ce centre humanitaire suisse venir rencontrer le Premier ministre, d'autres officiels camerounais. Est-ce que c'est une mesure de décrispation pour montrer la volonté politique du gouvernement d'aller vers une résolution de cette crise? Je peux vous répondre de façon rhétorique. Est-ce que vous avez eu quelques résultats de cette médiation qu'on a annoncée dans quelques canaux informels que ce soit? Non. Jusqu'alors, on n'a pas connu quelques avancées dans ce sens-là. Ce que je dis, c'est que nous parlons de la crise anglophone en rapport avec la rentrée prochaine. Il me semble que pour que nos enfants regagnent le chemin des classes dans 2 semaines, qu'il y ait un minimum de préalable sur le plan sécuritaire, pour qu'effectivement, ils sentent qu'ils n'auraient pas à être attaqués par d'autres, c'est-à-dire du côté des ambazoniens, comme également du côté des forces gouvernementales. Parce que, dites-vous très bien, que les dégâts collatéraux dont on parle aujourd'hui ne vont pas simplement à l'endroit des ambazoniens, mais également à l'endroit de ces enfants-là. On en dénombre beaucoup de victimes enfantins aujourd'hui. Et ce que je veux donc dire, c'est que si effectivement on veut que dans 2 semaines, il y ait des enfants qui regagnent l'école du côté de la partie anglophone, que le gouvernement prenne un certain nombre de dispositions. Et ces dispositions-là, tout le monde les crée. C'est pour cela qu'il est devenu très embêtant de participer à ce type de débat où on est obligé de redire les mêmes choses que tout le monde a dit et qu'on est obligé de redire parce que peut-être on dit que la répétition est la mère de la science ou de la pédagogie, mais on a bien l'impression qu'en face, il y a comme un mur de ciment où personne ne semble écouter ce que nous disons. Peut-être parce que c'est eux qui détiennent la vérité infuse. Mais ce que nous disons, c'est que le constat est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de conditions
préalables qui peuvent prédisposer un parent responsable à envoyer son enfant à l'école dans 2 semaines. Alors, sur le bilan de Crisis Group, il faut préciser que le gouvernement a toujours contesté les chiffres sur le nombre de morts et de victimes à la suite des affrontements armés dans les régions anglophones. André Luther Meka, vous avez suivi David qui estime qu'il n'y a aucune prédisposition qui pourrait garantir à un parent responsable la sécurité de son enfant à l'école lors de la rentrée scolaire prochaine d'ici septembre 2019. Est-ce que le gouvernement a des dispositions qui pourraient rassurer ses parents d'élèves dans les régions anglophones? Bien évidemment, il y a des dispositions, notamment sur le plan sécuritaire. Vous savez très bien qu'il y a eu dernièrement une création d'une unité dans ce coin-là. Vous savez depuis longtemps qu'il y a eu des dispositions pour pouvoir militariser la zone, pour pouvoir permettre en sorte que la sécurité des biens et des personnes soit n'est-ce pas, épargnée. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'il y a la charte de la Déclaration des droits de l'homme qui donne le droit, n'est-ce pas, à l'éducation. C'est un droit infaillible de l'être humain. Et je pense aujourd'hui, et j'interpelle toutes les organisations qui sont concernées par l'éducation de l'enfant, notamment l'UNESCO et l'UNICEF. Parce qu'il est important de dire que lorsque nous sommes dans une revendication, on ne doit pas bloquer le système de vie, le cycle de vie. On a bloqué les activités économiques, on a bloqué l'éducation des enfants, on a tout bloqué parce qu'effectivement, on est dans des batailles politiques et des batailles, n'est-ce pas, de pillage des richesses des Camerounais. Il y a des leaders d'opinion aujourd'hui qui se sont prononcés en faveur d'un retour à l'école. Ils ont été évoqués par David Eboutou et le sentiment qu'il a, c'est que le gouvernement n'a pas répondu à cet appel, ne s'est pas rapproché de ces leaders d'opinion afin de créer ces conditions favorables à une rentrée scolaire effective. Le véritable problème n'est pas toujours de voir les actes, parce qu'il y a le discours officiel, il y a le discours officieux. Je ne suis pas très sûr qu'il est convaincu que lorsque ces leaders ont proclamé cela, ils n'ont pas été contactés. Puisque est nihilo nihilo fit, à base de rien, rien ne peut être. Monsieur Eboutou, vous devez le savoir. Donc il y a eu certainement un cadre de dialogue entre ces leaders pour arriver à ce processus de déclaration. Mais il est important de dire aujourd'hui que le destin des Camerounais n'est pas un destin étatique. C'est un destin envers nous-mêmes, un destin social. Nous devons savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est nécessaire pour le Camerounais. Ce qui est nécessaire pour le Camerounais, c'est que son enfant soit formé. Ce qui est nécessaire pour le Camerounais, c'est que son enfant aille à l'école. Et cela, toutes les forces vives du nord-ouest et du sud-ouest, notamment les hommes politiques, les autorités religieuses, les autorités politiques, devraient effectivement se saisir de cette rentrée pour que leurs enfants aillent à l'école. Parce que ce déracinement qui se passe, où des enfants quittent la région avec l'enracinement, avec l'encadrement, pour venir dans des familles d'accueil, cela n'est pas tout à fait, c'est pas une bonne chose pour les enfants. Et cela ne peut pas conditionner leur réussite. Donc, je dis aujourd'hui, et je le dis devant les Camerounais, la situation qui prévaut nord-ouest au sud n'est pas seulement le fait de l'État. Il faudrait que la population s'implique. Il faudrait que les autorités, les élites qui sont, n'est-ce pas, de cette région puissent être dans cette affaire pour que les enfants aillent à l'école. Et j'aimerais dire que lorsque des gens sont dans une bataille idéologique, on comprend effectivement qu'il y a un problème sérieux dans leur manière d'opérer. Vous ne pouvez pas lutter parce que vous voulez le droit du sol. Vous voulez, n'est-ce pas, qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent être considérées par l'État. Tuez les vôtres. Empêchez que les enfants aillent à l'école. Tuez votre économie. Je ne sais pas s'il y a une pensée véritablement responsable derrière ces actes. Donc, il est important aujourd'hui de le dire. Il est important aussi de dire, chers frères, que ce n'est pas l'État qui tue les gens. Ce n'est pas l'État qui refuse que les enfants aillent à l'école. Ce n'est pas l'État qui vandalise les institutions. Il y a des opérateurs sur le terrain. C'est eux les émetteurs. Pourquoi vous vous adressez aux récepteurs? C'est les émetteurs, ceux qui sont sur le terrain, qui devraient effectivement avoir cette responsabilité de remettre la paix. Alors, l'école va-t-elle accueillir les enfants en toute sécurité dans 2 semaines dans les régions anglophones? Edmond Kambia,
à la nouvelle expression. Vous suivez de près l'évolution de cette crise anglophone. Vous avez suivi sur ce plateau à la fois les avis donnés sur la responsabilité des populations et celle du gouvernement dans un retour effectif et en toute sécurité à l'école. Pour autant, la situation est loin d'être rassurante pour les parents d'élèves. Comment comprendre cette situation ? Effectivement, la situation est loin d'être rassurante pour les parents d'élèves dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Si nous sommes tous des parents responsables, il sera difficile de voir les enfants aller à l'école le 2 septembre prochain de manière sereine à la rentrée prochaine. Ça va être très difficile. Cela va être d'autant difficile que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que un parent responsable accompagne son enfant à l'école. Pourtant, André Luther Meka vient de signaler qu'il y a un renforcement du dispositif sécuritaire avec la création d'une nouvelle unité de commandement du BIR dans la région du sud-ouest. Est-ce que cette présence des forces de l'ordre, des forces de l'armée ne vise pas à rassurer les parents sur les mesures gouvernementales visant à faciliter le retour des enfants à l'école ? Cette mesure, elle est nécessaire. C'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité des biens des personnes. Mais aujourd'hui, après 3 ans de crise, après plus de 2 ans de guerre, avec plus de 2000 morts, nous pensons que la solution militaire ne suffit plus. Aujourd'hui, la solution doit passer par le dialogue. Il faut envisager d'autres formes de solutions. Il faut absolument passer par le dialogue. C'est pas la solution militaire, la solution sécuritaire. S'il vous plaît, monsieur. Non. Il ne faut pas dire. Je vous interromps pas quand vous parlez. La solution sécuritaire, c'est important de préciser ça. André Luther, permettez à Edmond Kamia de s'exprimer. Okay. Edmond, vous avez la parole. Je dis bien, je précise mes termes, la solution militaire ne suffit plus. Parce que nous avons des militaires sur le terrain. Il n'y a pas que des forces, il n'y a pas que la police là-bas. Il y a la gendarmerie, il y a des militaires. Et même des forces de 3e catégorie. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, monsieur Meka. Nous avons des reporters et des correspondants sur le terrain. Nous avons cru à un moment donné, avec la levée du couvre-feu dans le nord-ouest, que la situation était sur le point de s'alléger et qu'on allait envisager une véritable démilitarisation qui avait été annoncée. Mais elle n'a pas suivi. Ce n'est pas le cas, monsieur Meka. C'est pour vous dire, avant que vous ne me coupiez, avant que vous m'empêchiez de dérouler, que un parent responsable ne peut pas de manière sereine accompagner son enfant à l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest à la rentrée prochaine. Vous savez, on s'inspire parfois des choses du passé pour avancer. Et parmi les choses du passé qu'il est important de rappeler ici, je l'ai souvent dit, c'est la rencontre tripartite qui a eu lieu au Cameroun, fin octobre jusqu'à la déclaration du 13 novembre 1991. Il y avait eu des conditions préalables. À tout dialogue, il faut des conditions préalables. Comme pour cette rentrée scolaire, il est important qu'il y ait des conditions préalables, que je mets dans les conditions qui permettent d'aller sereinement à l'école. Vous savez, il n'y a pas encore de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. La guerre continue. Et il n'y a pas eu un début efficace de rencontre entre les représentants des séparatistes et les représentants du gouvernement. Ce qui s'est passé en Suisse. Écoutez, il n'y a pas un résultat palpable qui puisse nous amener à dire que nous sommes sur la bonne voie. Il me semble, quand je parle de la tripartite, qui a eu lieu fin octobre, mi-novembre 1991, les conditions préalables, et qui avaient réussi, qui avaient porté des fruits, il faut le dire. Les conditions préalables, vous savez, il y a eu plus de 7 mois de ville morte en 1991 au Cameroun, entre avril et octobre, novembre 1991. Les partis politiques de l'opposition avaient posé des conditions préalables. Le gouvernement aussi. Et il y a eu des concessions de part et d'autre. Permettez que je rappelle ce package deal qui a permis d'avancer dans le fond du sujet pendant la tripartite. L'opposition a pu obtenir du gouvernement qu'il y ait un moratoire fiscal pour les commerçants et pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas payer les impôts pendant cette période-là. L'opposition a pu obtenir du gouvernement la levée, n'est-ce pas, la levée des interdictions concernant les réunions et les manifestations publiques. L'opposition a pu obtenir du gouvernement la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des événements, des villes mortes que nous avons connues ici pendant de nombreux mois.
l'opposition a pu obtenir du gouvernement, à cette époque, il faut le rappeler, que certaines mesures spéciales qui avaient été prises dans le cadre de ces villes mortes-là, et qui étaient liées à l'insécurité grandissante pendant cette période, soient levées. Et en retour, le gouvernement avait obtenu des partis d'opposition qui s'étaient retrouvés à la tripartite au palais de congrès de Yaoundé, deux choses fondamentales. La levée du mot d'ordre de ville morte et de désobéissance civile, qui avait paralysé pendant des mois l'économie nationale. Le gouvernement avait également obtenu des partis de l'opposition qui étaient représentés là-bas le respect des lois et des institutions, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre pendant les activités de manifestation publique pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et c'est seulement à ce moment-là que les partis politiques, y compris les partis de l'opposition et du RDPC et les partis satellites, le gouvernement et les personnalités indépendantes qui avaient été conviées à ces rencontres ont pu attaquer le fond du sujet. Et le fond du sujet, au départ, on parlait d'un code médiatique, mais finalement, ils sont tous convenus, parce que l'opposition tenait à ce qu'on pose les problèmes réels du pays, à débattre de 3 sujets. Il y a eu la création d'un comité technique chargé d'élaborer une nouvelle constitution. On est parvenu à obtenir une nouvelle constitution qui a été adoptée en décembre 1995 et promulguée le 18 janvier 1996. Il y a eu 2 autres points majeurs qui concernaient l'élaboration d'un nouveau code électoral et la création d'une commission électorale nationale indépendante. L'opposition n'a pas pu obtenir une commission électorale nationale indépendante, mais il y a eu un début de solution. Il y a eu l'ONEL, l'Observatoire national des élections. On a eu ONEL 1, on a eu ONEL 2, et on a eu par la suite, à travers les actions menées par la société civile et les partis de l'opposition, on a eu non seulement ONEL 2, on a eu ELECAM 1, ELECAM 2. Aujourd'hui, nous plaidons pour qu'il y ait ELECAM 3, pour que des partis politiques de l'opposition soient représentés de manière équitable, comme ceux du RDPC, au sein de la commission électorale, au sein de l'ELECAM, qui est supposée être indépendante. Et l'autre point qui était très important, je parlais du code électoral. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas pu obtenir à ce moment précis un nouveau code électoral, mais il y a eu des avancées qui ont permis à ce que, dans l'élaboration de la Constitution, des mesures soient prises pour qu'il y ait des dispositions fondamentales, notamment la limitation du mandat présidentiel, qui malheureusement, il faut le dire, en 2008 a été supprimée, a été déverrouillée par un acte unilatéral du chef de l'État. Mais dans le cadre de la crise anglophone, Edmond Kangia, le gouvernement estime qu'il a également procédé à la libération de plusieurs activistes et personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, qu'il y a eu la création de plusieurs comités, notamment de désarmement et de démobilisation, commission du bilinguisme, et la nomination de certaines personnalités anglophones à des postes stratégiques. Est-ce que ce ne sont pas des mesures du gouvernement pour décrisper l'atmosphère? D'abord, pour terminer avec la tripartite, je voudrais dire que l'un des gros manquements, c'était qu'il fallait évaluer ce qui avait été fait à la tripartite. Il fallait qu'il y ait une seconde tripartite pour évaluer le travail qui avait été fait, faire un bilan et voir comment améliorer les choses. Maintenant, sur les questions que vous posez, M. Noufélé, oui, certes, le chef de l'État, à travers son gouvernement, à travers des textes réglementaires, a fait en sorte qu'il y ait des mesures qui ont permis d'avancer. Des mesures qui même, parfois, ont permis de calmer. Quand il s'agissait, par exemple, des mouvements corporatistes, comme les avocats ou les enseignants, il y a eu des avancées sérieuses qu'il faut féliciter. Mais sur le plan politique, parce que la question est désormais d'ordre politique, il n'y a pas eu d'avancée. Parce qu'on a mis, sur certaines mesures qui ont été prises, on a mis la charrue avant le bœuf. Par exemple, le DDR. Le DDR, doit être mis sur pied à la fin d'un processus de dialogue. Mais on a eu un DDR alors que le dialogue n'a pas véritablement commencé. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des résultats. Ça, c'est pour ce qui concerne la création de la structure de démobilisation, des armements et réinsertion. Ça ne pourra pas marcher de manière efficace. On le voit sur le terrain, d'ailleurs. Ça ne peut pas marcher de façon efficace. Peut-être en partie, ça peut marcher pour ce qui concerne la guerre contre Boko Haram, pour
ceux qui désertent Boko Haram pour revenir au pays et qui se resocialisent, là-bas ça peut marcher. Mais en ce qui concerne la guerre dans le nord ou le sud-ouest, le DDR ne peut pas marcher. Et il y a eu le premier ministre chef du gouvernement qui s'est rendu dans les régions anglophones il y a 3 mois annonçant un dialogue et la volonté du chef de l'État à pouvoir discuter avec les populations de tout sauf la sécession. Maître Emmanuel Achou, 3 mois plus tard, après la visite du Premier ministre dans les régions en guerre, le SDF parle d'un écran de fumée visant à tromper les populations. Est-ce que vous avez la même perception sur l'annonce faite par le chef du gouvernement? I think I'm tempted to believe that what SDF is saying is correct, because since the Prime Minister came down, he was almost immediately contradicted by his Minister of Territorial Administration, and followed by the Minister of Foreign Affairs. So I'm really tempted to believe that what SDF said is correct. Now, Edmond Kawia talked about the Swiss mediation. You cannot ask an obscure group somewhere to come mediate between states. That is not possible. And we have seen the result. It only sufficed for the Anglophone diaspora to raise a simple number of objections for that group to enter into a shell. The mediation is as good as dead. So I think that there is no hope that way. We should look for another solution. We heard that Germany was offering to mediate, but up to now we have not seen any effort made by Germany to come forward and say we want to actually take over this mediation. So as of now, I think that the Prime Minister's announcement and his tour that he's made was simply, as I call it, a meet the people tour. Because since he was appointed as Prime Minister, he had never gone back home. He was simply meeting the people and conveying the message that his master sent him to convey. But as to dialogue, well, you know the official position of CPDM, which was just reiterated by Mr. Meka here. They think that each time they send a minister to the field, that is dialogue. Well, we have to remind them that we are not in 2016. This is 2019. The Anglophone crisis has gone beyond the borders of Cameroon. International community has intervened, and African Union, European Union, the United States, Great Britain, Germany, UN, all of them have called for a broad-based national dialogue. Let us sit down. And that is the reason why the president was forced to say, okay, Prime Minister, tell them that I'm ready to talk. But as of now, are we seeing any concrete measure that has been put on the table as something that represents the desire or the will? Mais il y a eu des discussions entre le Premier ministre et les forces vives dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce type d'échange visant à recenser leurs préoccupations et les transmettre au président de la République, pour vous, est-ce que ça a une valeur de dialogue? Excuse me, Cedric, that is what I call a meet the people tour. That is a meet the people tour. That's no dialogue. The Prime Minister sat nowhere. If you remember, Equinox was present in Buea. You had the images. You had the images of what happened in Buea. Elites were ferried from Yaoundé and Douala and carried to Buea. We saw them changing their dresses. After the meeting, they entered the buses and went back. What nonsense is that? Are there no people in Buea that you have to carry some from Yaoundé and bring? He went there. I mean, it was a clearly tailored televised show. The people of Buea did not participate in that thing. In my opinion, he went there to tell the people, well, I am a son of the soil, I've been appointed, I have come to meet you. My master has said I should tell you this. That was all. There was no dialogue. I am an elite. I'm an elite from Southwest. I come from Manfi. Was I invited? This gentleman sitting here is also from there. Was he invited? None of us was invited. Now, I think we should come back to what actually concerns the debate today. We were talking about back to school, and I heard this man here talk about something which really made me feel very bad. He mentioned twice that there is some mental element that is concerned when some people take some certain position, giving the impression that maybe people from the southwest and other regions are maybe mentally deranged or something. I want him to actually correct that, because you cannot come to the air and say those type of derogatory statements that there is something mental. By God,
I am from Southwest. Am I mentally deranged? Do I look like somebody who has got diseases? No. You see, when we are holding our position, we should be careful. Don't say those type of things. There is no mentally deranged person in the diaspora. All of us went to school. We know the importance of education. But we should not forget that a corpse cannot go to school. When you say children should go to school, and then you see, many people forget. Back to school in Northern Somalia does not only concern Anglophones. If I'm wrong, correct me. 70% of the parents here in the Francophone area, all their children go to school in the South and Northwest. Yes. All of their children go that way. So when you're talking back to school, it is not only the Anglophone population that is concerned. Even those who are here, their children are concerned. Yes. Will you, Mr. Maker sitting here, send your child to a school where you know that there is shooting going on every day? Can you? It's not only Southwest. Francophones here send their children to school. All the elites, they send their children to school there. Why has the campus of Sase been delocalized from Boya to Limbe? Insecurity. Nobody can stay in that area. So I mean, you should be a bit responsible when you're saying those things. We know that education is important. We know that it is nice for children to go to school, but it is better to have a child who is alive than to have a corpse. Because you send your child to school and that child is killed, there is no second chance at having another life. Please let us make sure that before we ask children to go to school, the conditions are there to favorize, to make it possible for school to resume. You said that my little friend, they said that the government had given 198 million. 95 million. 95 million. I'm really sorry. For 2 regions, what is that? Are you buying granite to go and distribute or what? How much has been given for schools that have been destroyed to be reconstructed? Nothing. I mean, what I see is vain rhetoric, political rhetoric. They are asking people to go to school. Most of the schools are inside grass, inside forest. Nothing has, all the benches that have been destroyed have not been replaced. The buildings that have been broken have not been replaced. Those that have been burnt have not been replaced. You want children to go to which school? To go and sit on the bare floor or to do what? Start by voting a budget for the reconstruction of all those schools that have been destroyed. The people who are in the forest, have you got access to them to bring so that they who are in the forest can come back and occupy those schools? Nothing. Mais les campagnes menées par les ministres et autorités administratives visent à encourager les populations How many ministers go to the bush pour pouvoir how many of les enfants à l'école? Excuse me, Cedric. Which is the forest that has television to be seeing ministers? Which forest? People are inside the bush, they don't have radio, they don't have television, they don't even have electricity. You want them to follow what minister is saying? We should be serious. Ministers end in the big towns. Nobody goes down to the villages and to the forest. So you can understand that this campaign is mainly for people who are in the towns. And the bulk of the population is not in the towns. The bulk is in the forest. It's in the suburbs where you don't have television. We have look at the simple case of Yaoundé, we shall be coming to it later, where an electrical fault has put the whole town into darkness. It happened in Bamenda. For 3 months, they didn't have electricity. So how do you expect the people of that area where there is no electricity to even listen to the campaign that is going on? How? Then you can't look at the security aspect. I was really surprised to hear Mr. Maker say efforts have been made to militarize the area. And when the man wanted to talk, he wanted to change. No, he said the area has been militarized. Massa, we are not in a military camp. The army is supposed to defend the country against foreign aggression. Foreign aggression. You don't use the army against your own population. I mean, you say those things openly. The army is meant to protect us against foreign aggression. But inside the country, we have security forces. The police, the gendarmerie. You leave them, and you will say efforts to militarize it by creation of B units. B, what is that? Bataillon d'intervention rapide. Wonderful. It's a battalion, not a police force. So I think that we should be serious. We want school to resume. Let us make the conditions that are going to enable school to resume without danger to the lives of the children, the lives of the teachers, and the lives of the parents. Alors, après vous, justement, Fa Elvis, sur l'enjeu de cette rentrée scolaire,
Nous sommes à 3 mois après la visite du Premier ministre dans les régions anglophones. Il avait promis aux populations un dialogue sur des sujets qui les concernent, sauf la sécession. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire et très peu de visibilité sur l'effectivité de la rentrée selon l'opinion et l'analyse qui vient d'être faite par Maître Emmanuel Achou. Comment faut-il créer ces conditions favorables pour une rentrée scolaire au moment où il y a des groupes séparatistes qui, eux, ne veulent pas entendre parler d'une rentrée scolaire? Well, I think, Cedric, it's very sad when we are on air like this and we tell things that are not real, or we tell lies, you know. We've said often that when you look at the objectives of CRM, just as you were asking, you know, Professor Maurice Kamto has always been hitting hard on dialogue. And I said from the beginning of my statement here that a stitch in time saves 9. If this government, just like Mr. Andre Luthermaker is making us to understand that the conditions have been made favorable, for God's sake, this is what we call an expensive joke. That's why MRC does not go in for expensive joke, because the people are at the center of the party. I'm very disturbed about that, because when we look at it critically, the situations on the ground, Cedric, I come from the northwest and constantly on the ground, northwest, southwest, Kumba, all. You cannot tell us like what Barrister should say. It fits squarely into the entire scenario. We should not deceive people that all is well when all is not well. Cedric, we are running 3 years into this war because most of those barons in the party gave the impression that tooth is to control. It's abnormal. When you see fire, you call somebody to send his child there and you pretend that security measures have been put in place. The bad thing in it that I see Mr. Andre Maker is not telling people here is that when you go to campaign for back to school in an armored car, bulletproofs, are you going to provide thousands of armored cars and thousands of bulletproofs to the pupils and students? No. It means to an extent you are taking the children to be used as experiments for guinea pig. Well, and what's Cedric, I'm sorry to tell you. If I tell you the things I go through on the ground, if I tell you what people go through, the conditions are not favorable. But CPDM should not misquote CRM by saying that, by thinking that maybe they don't want school to go. No. I don't think any person of his normal thinking capacity, though Mr. Maker said there is a mental health something wrong, because the ideas of the reality on the ground does not tie with the ruling party. And so he brings an analogy that is totally dumbfounded. But I must let people understand that when it comes to issues on the ground, what are the conditions favorable? Let me begin to remind Mr. Maker so that you can tell the CPDM party and those who take 15 million to go down, saying that conditions are favorable, or those who wear armored, bulletproofs and go in armored car, to leave the people vulnerable. The situation is serious. I have gotten several threats. All of you have gotten it on audios and all the like on Ambassador saying this and that. And those are people who have arms. Mr. Maker cannot say the civilians should take the challenge and brave the odds. Have you provided arms to the civilians to protect themselves? When you come from Yaoundé and go back to your place, the GO leaves his office militarized and go back to his military base. And the ordinary man now is left with no arms. If separatists come there with arms, you are finished. Maker, we should be able, my brother, to be seen if we are truthful and tell the government the truth, as we are from the CPDM. I am sure the government you will help the government to put the right strategy in place. But you are deceiving him because you give the wrong impression. Now, Cedric, just to get straight to the point, what are the things that the government is supposed to do? CRM keeps talking about dialogue. Let me now explain to you the dialogue issue here. Let me go detailing, because when Professor Maurice Kamto says it, people think that we don't know what we're saying. The people's concern, that is the interest of the people must be at hand. That's what CPDM has failed to do. Because the elites calculate only their pockets and where they come from. What I was expecting as a point of view, Cedric, if this government was serious, together with Mr. Maker and Andre, they have divisional delegations of basic education, regional delegations of basic education, secondary, they are in charge of schooling. They have the Ministry of Social Affairs. They are supposed to have taken an inventory, Cedric. How many persons are in the bushes? They are supposed to go there because they work for the people. It is the interest of the government to protect the people and provide them with education.
But at the same time, life is more valuable than putting yourself into danger. Just like Barrister Ashu asked Mr. Maker, how many of you, or those elites, or even the SDO and the governors, can send their children where those where the action of gunfire is taking place? Absolutely not. I am sorry to tell you, most of them, their children, they have relocated their children back into Douala, somewhere in Yaoundé, very comfortable. I say comfortable. So what I was saying here is that if the government meant business, he should be able to carry out statistics, Cedric. You take a number of how many people are in town, how many are those in the bushes. You take their needs. There are many parents have been killed, and they are orphans. How do they go to school, Cedric? If you take 15 million, you give me you buy a bag and about 2-3 books, and you tell me you are assisting me to go to school. How do I pay school fees? How do I feed? The houses have been burned. Where do they sit? Under a palm tree? There's a school in Widukum that was burnt because the military went there and discovered that and said Abba Joseph was living there. Most of the schools have been destroyed. And it's on both camps. Are you getting me? The atrocity went in a conflict. The government is placed on part. The army is placed on part. My problem here is the civilians in the middle. That we keep deceiving them to take the risk. But I think that if the government does this by carrying out an inventory, they will know the needs of the people who should not be responsible to buy and give them. Secondly, Cedric, if the government is serious, I am reminded because I know government officials are listening, and Maker will take the information to his hierarchy, the CPDM, that when they do an inventory, they should be able to carve what they call a buffer zone. I've had discussion with CPDM militants who tell me that there's war in Iraq and school is going on. There's war in Syria and school is going on. I told them they have not investigated well. In Syria, if you go to Syria in particular, when you go to Aleppo, school is not everywhere in Aleppo. All the schools have been relocated in a buffer zone, protected by UNICEF, UNESCO, and the government. If this government was serious, 2 weeks is short. They should have started looking for a buffer zone. If we go to Cambe, can we carve an area where those who are in the other areas can carve? We keep them together with teachers so they are safe. Can we go to Bengui and carve? But the impression the CPDM and the government is giving is that schools can go on in Messager, school can go on in Wan, school can go on in Furawa. It is not as easy as they put it. So what I think is that we should be honest so that the government understands the reality on the ground and then attends to the need of the reality and not deceiving themselves. That's why CRM keeps saying that the government has failed from the elections to schools management to issues of failure of CAN, Gisemang, the dam and all the like. Now it's electricity that failed in the capital city. You can imagine. It's to tell you that everything is falling apart. And that's why we keep saying that if Mr. Maker could help us transfer this message to the government and to your party officials, that we don't come on air to tell lies that the conditions have been made favorable, it will help the government himself to give us, to make the environment conducive. Face à vos appréhensions concernant le retour à l'école des enfants, André Luther Meka, il y a de nombreuses questions qui restent en suspens, notamment pour ces nombreuses familles qui n'ont plus de domicile, pour ces enfants dont les parents ont été tués malencontreusement dans le cadre de ces affrontements armés et qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer la pension pour la prochaine rentrée scolaire. Il n'y a pas de réponse à ces préoccupations-là. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas en parlant fort qu'on se fait entendre et ce n'est pas un meeting politique. Je voudrais revenir sur quelques points. Le premier point, je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous voulez opposer le ministre Atangandi, le ministre Mbela Mbela et le premier ministre John Gouté. Le ministre Atangandi a parlé de l'unité du Cameroun. Le Cameroun est un et indivisible. Le ministre Mbela Mbela a dit que le dialogue n'est pas un événement, mais c'est un processus. Et vous comprendrez pourquoi le ministre Atangandi parle d'un pays uni et indivisible. Parce que le gouvernement camerounais et les Camerounais sont sur la décentralisation, sur un pays uni et indivisible, pas de sécession et sur le régionalisme. Et le ministre Mbela Mbela parle d'un processus parce qu'effectivement, pour qu'il y ait dialogue, il faudrait qu'il y ait entente, il faudrait qu'on puisse voir quels sont ceux qui sont prêts pour le dialogue, quels sont ceux qui sont mandatés et quelle est la thématique du dialogue. J'aimerais dire à votre suite que lorsque M. Ayoub Tabé déclare qu'il est prêt pour le dialogue, en donnant ces conditions, il a été, n'est-ce pas, régné par ses pairs. Il a été régné par ses pairs. On a dit qu'il n'a pas qualité de parler au nom, n'est-ce pas, des ambazoniens. Je rappelle pour mémoire que il y a 14 bandes, je dis bien 14 bandes armées qui
qui sont en brousse et qui ne s'entendent pas, qui ne communiquent pas. Et chaque fois qu'on demande un dialogue, que ce soit en Suisse, que ce soit au Cameroun, ils ne viennent pas. D'ailleurs, on m'a dit qu'en Suisse, certains ont parlé par vidéoconférence. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Mon cher frère, j'ai dit que lorsque vous regardez des indications, des crimes, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, la manière dont ils opèrent dans les raquettes et les crimes, vous avez l'impression qu'il s'agit, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas équilibrés. Parce que vous ne pouvez pas tuer des individus, vous jetez la tête, vous tuez des gens, vous les videz de leur substance, des intestins, vous les tuez de la mauvaise manière et vous persécutez les personnalités pour les racketter. Et je suis au courant, effectivement, que lorsqu'une personnalité ne donne pas de l'argent, effectivement, la personnalité est menacée et est, n'est-ce pas, kidnappée et on demande des rançons. Et pour moi, lorsque je regarde ces indicateurs, je pense qu'il y a des problèmes psychologiques sérieux. Parce que lorsqu'on fait une bataille qui est idéologique, on protège d'abord les siens. On laisse un certain nombre, n'est-ce pas, de pôles qui puissent fonctionner, notamment l'éducation. Parce que les enfants doivent aller à l'école. Parce que les enfants doivent s'instruire. Notamment les édifices de l'État. Parce que reconstruire cela est tout un problème. On ne peut pas bâtir un pays sur les ruines, monsieur. Donc lorsque vous faites la louange de la destruction, la louange de la sinistrose, en disant que les enfants ne peuvent pas aller à l'école, vous luttez contre vous-même. Vous luttez contre nos enfants qui doivent aller à l'école et qui doivent préparer les concours demain. Parce que lorsque vous ne le faites pas, vous retardez ces enfants et les autres prennent de l'avance sur eux. C'est de ça que je suis en train de parler. J'aimerais revenir à la question fondamentale. C'est: est-ce que les enfants doivent aller à l'école? Je dis oui. Qui doit permettre à ce que les enfants aillent à l'école? Je dis les parents. Est-ce que l'environnement, aujourd'hui, cet environnement-là, qui a été évoqué par ceux qui séjournent régulièrement dans ces régions anglophones, est-ce que cet environnement-là est favorable pour un parent d'envoyer l'enfant à l'école dans des établissements scolaires qui ont été incendiés et avec des routes qui sont parsemées de ces groupes armés séparatistes qui les menacent? Que propose le gouvernement face aux menaces de ces groupes séparatistes au moment où les parents eux-mêmes manifestent l'envie d'envoyer les enfants à l'école? Je vais reformuler votre question. Est-ce que l'école est une nécessité pour nos enfants? Je dis oui. C'est une nécessité. Quelles sont les conditions environnementales qui peuvent permettre l'épanouissement de nos enfants? Je dis il y a, n'est-ce pas, les parents, les forces vives, les autorités et bien sûr l'État qui doit, n'est-ce pas, canaliser et encadrer cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a ce qu'on appelle les communautés. Dans les communautés, il y a les leaders de communautés. Et aucun intrus ne peut entrer dans cette communauté pour détruire la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a destruction dans le fondement même de la communauté, ça veut dire qu'effectivement, soit la communauté est passive, soit la communauté, n'est-ce pas, est complice. Parce que personne ne peut entrer chez moi pour venir m'imposer de ne pas envoyer mon enfant à l'école. Et là, je parle en tant qu'un parent. En tant que, n'est-ce pas, quelqu'un qui est dans des communautés. Donc, pour moi, l'essentiel n'est pas de faire la louange de la sinistrose, n'est pas de prévenir le gouvernement qu'il n'y aura pas école. Il faut retourner les fusils, comme dit Georges Balandier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la promotion de la rentrée scolaire pour tous, pour nos enfants, pour que nos enfants aillent à l'école. It's not just promoting. Non, s'il vous plaît, c'est important ce que je dis. Il faut changer. Non, attendez, s'il vous plaît. Il faut changer de méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est que nous convenons du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui aura rentré au nord-ouest et au sud-ouest, et nous mettons ensemble les mécanismes pour que les enfants aillent à l'école. Je vous rappelle qu'il y a des enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest qui n'ont pas présenté les concours depuis 2 ans, qui sont déracinés de leur base, qui cherchent où dormir, qui cherchent effectivement où manger, parce que effectivement, vous avez bâti une stratégie qui détruit votre propre racine, qui détruit nos enfants, qui détruit nos biens, qui détruit, n'est-ce pas, tous les acquis que nous avons au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, je vous prie, chère élite, vous avez dit que vous êtes élite, non? Bien sûr. Voilà, chère élite, de renverser le fusil et de faire en sorte que, à la sortie de cette émission, que nous mettons rentrer pour tous au nord-ouest et au sud-ouest et qu'on mette ensemble les conditions. Parce que si toi, tu parles à tes frères de la brousse, que zone tampon, si tu parles à tes frères qui sont en brousse, comme à la Croix-Rouge, mes frères, zone tampon,
convoyons les enfants à l'école, permettons qu'on aille à l'école en attendant, n'est-ce pas, que nous puissions déposer les armes et qu'on puisse aller à la paix. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on ne peut pas batailler, on ne peut pas être dans cette guérilla parce que ce n'est pas la guerre. On ne peut pas être dans cette guérilla si on ne dépose pas les armes et que le Cameroun soit pacifié pour aller dans le... Après vous, David, Enfin, la communauté internationale a interpellé le gouvernement et camerounais et les groupes séparatistes sur leur responsabilité sur l'éducation des enfants dans les régions anglophones. Ils ont été appelés à créer ces conditions favorables pour un retour à l'école. À l'observation, à 2 semaines de la rentrée scolaire, la situation est loin de s'améliorer. Pourtant, les parties prenantes sont interpellées sur leurs responsabilités chacune dans l'enjeu crucial qui est le retour des enfants à l'école. D'abord, il faut dire que je comprends parfaitement la colère de nos compatriotes, l'expression anglaise qui sont sur ce plateau. Parce que j'ai cru entendre M. Meka leur demander de moins gronder, de moins crier. En réalité, c'est l'expression d'une colère. Vous savez, eux, ils sont directement concernés parce qu'ils viennent directement de là. Ils ont des membres de leur famille qui sont de là. Si vous faites une étude un peu anthropologique en partant de l'arbre général, l'arbre anthropologique, vous verrez très bien que d'une manière ou d'une autre, ces deux messieurs sont directement concernés. Mais malheureusement, nous, dans le Grand Sud d'expression francophone, nous sommes toujours caractérisés par cette ostentation-là. Quand tout va bien à Yaoundé, à Douala, ça va. J'ai même suivi un ministre de la République de mon pays faire un Facebook Live dans son bureau en disant à la fin, si moi je peux boire du vin de raffia, ça va, il n'y a pas de problème. Ce ministre-là, vous le connaissez mieux que moi. Et donc voilà ce qui caractérise un peu l'état d'esprit de nous autres qui sommes dans la partie du Grand Sud et donc qui traitons parfois des questions qui viennent dans la zone du nord-ouest, du sud-ouest avec dédain, avec ostentation, avec manque d'humilité. Ce qu'il faut dire justement, c'est que c'est le manque d'humilité qui nous a conduits là. Parce qu'il me semble que parmi les acteurs qui ont mis le feu aux poudres dans cette crise, il y a certains qui se pavanent là dehors, j'en reconnais souvent certains à la télévision, qui dans une tonalité terriblement martiale, disent des choses terribles à la télévision, menacent de fermer toutes les télévisions, menacent de marcher sur Douala et Yaoundé, sur certains panélistes, etc., si ils ne respectaient pas leur volonté. Je dis à ces acteurs institutionnels-là, c'est vrai qu'ils sont arrivés par le coup du décret, mais tel que nous savons comment le décret marche chez nous, c'est-à-dire que dans notre système de prépotence, de l'hyper-présidentialisme, le président de la République peut nommer même un demi-fou. Ça fonctionne comme ça. Ce que je dis là est vrai. C'est-à-dire que le président de la République peut se lever et décider d'en faire un fou ministre. Je peux vous le démontrer. C'est comme ça dans les systèmes de prépotence, de l'hyper-présidentialisme. Et dans cette logique-là, il faudrait donc que certains se revêtent d'un peu d'humilité, de savoir qu'au début de cette crise-là, on n'en serait pas là. S'ils avaient eu des outils nécessaires pour régler cette crise-là, s'ils avaient fait preuve d'humilité, s'ils avaient écouté un tant soit peu ceux qui leur demandaient d'aller vers le dialogue, s'ils avaient même réglé des problèmes corporatistes qui étaient posés au départ, on n'en serait pas à ce niveau d'escalade. Et en cela, c'est de leur côté qu'il faut un peu d'humilité. Ce que je veux dire, c'est que, oui, monsieur Meka, vous savez, l'État, c'est l'État qui a le devoir de nous protéger. C'est l'État qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité, la sécurité non seulement de nos biens, mais également de nos personnes. Et en cela, monsieur Meka, le rôle des parents est loin, est d'ailleurs, je dirais, très subsidiaire. La principale mission de l'État en ce moment, c'est de tout faire pour que l'ordre, la sécurité reviennent dans cette partie-là. Je ne vois pas en quoi les parents seraient concernés, parce que, dites-vous très bien, que ceux qui sont les plus meurtris directement dans ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont ces parents-là. Et j'ai aimé votre prologue, quand vous rappeliez effectivement que c'est l'école qui façonne nos destins. Nous sommes là, nous pouvons parler, nous pouvons nous adresser à un large éventail de populations parce que nous avons été tous à l'école. Ça, c'est vrai. Et par conséquent, il faudrait bien que si nous aspirons la même chose pour notre progéniture, qu'au moins nous nous investissions pour que ceux-ci jouissent des conditions minimales à l'école. Et voir sa progéniture rester chez soi pendant
1, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 12 mois, l'autre année scolaire commence. 2 ans, monsieur Meka, c'est lourd, c'est terrible, ça peut rendre fou. Je sais de quoi je parle. J'ai une petite fille de 3 ans qui me rappelle parce qu'elle a suivi sa maman lui dire qu'elle commencera l'école dans quelques mois. Tous les jours, elle me réveille avec ça. Papa, bientôt l'école, papa, bientôt l'école. Et vous imaginez les parents acculés en ce moment de savoir que voilà une seconde année scolaire qui va commencer et elle sera blanche pour leurs enfants. C'est terrible. C'est dramatique, monsieur Cédric Nifele. C'est pour cela que je ne m'amuse pas. Ça ne me fait pas du tout rire. De voir, j'ai vu une image, peut-être vous l'avez diffusée dans vos médias, il y a quelques jours, des enfants de cette partie-là qui sont allés en masse au niveau de la région du nord-ouest, criaient « We want to back to school ». Des petits enfants qui criaient devant les autorités. Ils veulent rentrer à l'école. Il me semblait qu'ils sont allés faire passer ces messages-là, non pas à leurs parents, mais à l'autorité politique et administrative. S'il y a eux, le pouvoir de décision. Parce que dans cette guerre, il faut bien le rappeler, il y a 2 pouvoirs qui se mettent en branle. Il y a le pouvoir décisionnel qui est le pouvoir politique. Et il y a le pouvoir opérationnel de la force répressive. C'est-à-dire le renseignement, les militaires et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est eux qui agissent principalement. Mais malheureusement, je suis au constat de le dire. Vraiment, vous me le permettez, peut-être ce sera une redondance. C'est qu'il n'y a pas malheureusement depuis eu une volonté, monsieur Meka, cher ami, d'aller vers tout ce que chacun appelle de ses propres voix aujourd'hui, ce dialogue-là. Mais le gouvernement estime que ce sont les séparatistes qui empêchent la résolution de la crise anglophone, qui orchestrent la destruction des établissements scolaires pour que les enfants n'aillent pas à l'école. Le gouvernement qui dit qu'il met tous les moyens en œuvre pour pouvoir résoudre ce problème. David. Je vais vous prendre un exemple. Le 9 mai dernier, quand le Premier ministre, John Gouté, descend dans les zones anglophones et a tenu ce discours que tout le monde a applaudi, à savoir que le président de la République était prédisposé à aller vers le dialogue. Est-ce que vous avez vu l'engouement que ces propos ont entraîné, ont drainé au sein de l'opinion nationale et internationale? Il me souvient que même le représentant du secrétaire général, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Monsieur François Fall, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, il est allé jusqu'à saluer cette sortie en disant que même les Nations Unies se mettraient prêts à accompagner la marche du gouvernement vers le dialogue. Mais jusque-là, je veux toujours voir les préalables. Parce que dans le préalable, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre. Je vais vous prendre un exemple que je peux mettre comme ça dans le préalable. Dans le préalable, je peux mettre ce que certains ont appelé la conférence générale anglophone. Est-ce qu'on peut me dire en toute objectivité pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à permettre la tenue de cette conférence générale anglophone? Et pourtant, tous les acteurs de cette conférence générale anglophone vous disent que leur objectif est de réunir la plupart de ceux qui ont les voix qui portent de ce côté-là autour d'une même table, à en discuter. Et puis maintenant, les propositions qui en sortiraient, qu'est-ce qu'ils en feraient? Ils les remettront aux autorités, au président de la République. Qu'est-ce qui bloque donc? Pourquoi aujourd'hui on bloque cette initiative louable qui pourrait donc permettre de jeter les prémices de quelques solutionnements à cette crise-là? Parce qu'il me semble, et c'est Edmond Kamangia qui le disait tout à l'heure, les mesures, ou alors les mesurettes qu'on a assistées jusque-là, le DDR, la commission pour le bilinguisme et Téchéra, il me semble que ces mesures auraient été très intéressantes si elles seraient sorties d'un cadre de dialogue ou d'un cadre de concertation. On se serait dit, alors là, c'est un consensus, ce sont des mesures consensuelles. Mais les sorties comme ça, alors que tout le monde appelle au dialogue, et puis les sorties de façon unilatérale, sans que cela n'ait fait l'objet des concertations, en amont, il me semble qu'il y a problème. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il me semble que dans le préalable que tout le monde convoque pour aller vers des discussions qui pourraient baliser le chemin à une désescalade du côté du nord-ouest et du sud-ouest, cela n'existe pas. C'est pour cela que je continue d'appeler à l'humilité. Alors, et dans cette humilité, on a vu des ministres, élites RDPC, descendre sur le terrain, dans leur département d'origine, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, discuter avec les populations, tenter de les convaincre d'inscrire les enfants pour un retour à l'école. On a vu les autorités administratives également se déployer sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas une preuve, une volonté de la part des autorités administratives, des élites RDPC, membres du gouvernement, de montrer qu'ils sont attachés à un retour à l'école, qu'ils veulent le retour à la paix dans ces régions? C'est de la politique théâtre.
Monsieur me cassait de quoi je parle. Non, C'est de moi, la je sais politique pas de théâtre, quoi vous vous êtes parlez. sociologue. C'est de la politique théâtre. Non, moi je sais pas. Écoutez-moi très bien, vous savez de quoi je parle. Faut Non, pas, non, pas du vous tout. êtes un scientifique comme moi, c'est de Nous la sommes politique très- théâtre. nous sommes très Et sérieux ce que je suis en dans train de cette dire, affaire. dont je termine donc, Oui. dans cette politique théâtre, on voit très bien que pendant que ça brûle, pendant qu'il y a un véritable drame humain-humanitaire qui se joue, il y a ceux qui, en réalité, ne pensent qu'à leur strapontin. Et quand on pense à leur strapontin, et d'où on tire ces strapontins-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie donc d'instrumentaliser, on essaie de marionnétiser, on essaie de jouer avec un certain nombre d'attitudes sur place, de postures sur place, pour faire croire à l'hégémon central que tout va bien. Parce que je vous parlais tout à l'heure de notre système, qui est essentiellement un système de prépotence, de l'hyper-présidentialisme, qui veut que, en réalité, il s'agit du rapport qu'on présente au président de la République à l'hégémon central, il s'agit de l'image qu'on montrera à l'hégémon central qui pourra vous propulser à une position comme à une autre. Et c'est pour cela que ces acteurs-là l'ont tous compris. Ils veulent bien voir dans cette crise-là, comme ça chauffe là, qui sera mis en amont aux yeux du prince. Comme quoi il est encore crédible. C'est pour cela que tous courent dans leur village pour aller faire danser 2, 12, 13 personnes, peut-être en complicité avec un média national, pour multiplier, démultiplier des personnes, de manière à ce qu'effectivement, on finisse par croire que tout va bien, alors qu'effectivement, c'est le contraire, tout va mal. Il faudrait que ça cesse. La politique théâtre ne s'applique pas dans une conjoncture comme la nôtre, où tout va en vrille. Il faut que ça l'arrête. Parce que j'ai bien l'impression que, malheureusement, depuis le début de cette crise, les leçons ne doivent pas être données à ceux qui, comme nous, viennent sur les plateaux de télévision, proposer ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise-là. Les leçons, à mon avis, doivent être données, et dès aujourd'hui, à ceux qui pensent nous les donner. Alors, Je voudrais- André Luther, sur la nécessité, l'enjeu aujourd'hui d'aller vers une rentrée scolaire effective dans les régions anglophones, tout le monde s'accorde ici sur la nécessité de pouvoir assurer l'éducation des jeunes Camerounais résidant ou inscrits dans les écoles situées dans ces deux régions en guerre. Aujourd'hui, déjà près de 2 ans de guerre, des milliers de morts, un impact humanitaire sans précédent. Et David Eboutou estime qu'il y a une théâtralisation de la part des élites RDPC qui donnent l'impression de battre campagne pour la rentrée scolaire alors qu'ils veulent se faire une bonne image auprès du président national du RDPC, qui est le chef de l'État. Non, mais je suis déçu. Je suis déçu de cette déclaration parce que dès le début de la crise, il y a eu une mobilisation sans faille du gouvernement. Nous avons vu des ministres dormir à Bamenda. Nous avons vu des nous avons vu, n'est-ce pas, des réunions sur réunions à Bamenda. Avec, n'est-ce pas, le directeur du cabinet du Premier ministre. Nous avons vu des personnalités qui ont été véritables, qui se sont engagés, hein, notamment l'homme d'affaires d'Ampulo. Nous avons vu il y a eu une déferlante à Bamenda. Nous avons vu le président Paul Biya créer la commission de bilinguisme et de multiculturalisme qui a fait une très grande concertation dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui a donné des propositions. Nous avons vu le président qui a créé le DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, pour que, parce qu'il est important de le savoir, que tout ambazonien qui va déposer les armes à travers les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, il sera réinséré dans la vie sociale. Et j'ai vu le Premier ministre promettre de sa propre poche d'accompagner ceux qui vont le faire. Le gouvernement a mis une sécurité des biens et des personnes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir épanouissement. Je vais reposer 3 questions. Qui menace la sécurité au nord-ouest, au sud-ouest? Vous devez répondre à cette question. Qui menace la sécurité? Qui tue, coupe les têtes, jette sur le tarmac, séquestre, rançonne? Qui le fait? Et enfin, qui bloque le processus de dialogue? Qui bloque le processus de dialogue? Mais le processus a commencé depuis. Ça veut dire que vous n'êtes pas informé. Le président était en Suisse pour faire quoi? Le président était en Suisse pour faire quoi? Monsieur Thibon Nagui est venu pour faire quoi? Madame Michelet a fait une réunion avec toutes les autorités politiques. C'était pour faire quoi? Le dialogue est déjà dans le processus. Maintenant, le véritable problème,
c'est effectivement de centrer sur l'adversaire de l'épanouissement du nord-ouest et du sud-ouest, qui est les Amazoniens qui sont en brousse. C'est eux qui menacent. Et vous faites le relais de ces menaces ici. Dans les deux villages brûlés. Oui, vous faites le relais de ces menaces ici. 200 villages d'Amazoniens. Qui tue avec des relais, des tueries à Facebook, dans les réseaux sociaux. Qui tue? Je vous en prie, avec des relais. lutter à la parole. Avec des relais. Nous avons un enseignant où on a déposé la tête sur le tarmac. Et vous faites les lois de ça ici. Le dialogue est bloqué par les Amazoniens. Je vous ai dit, je répète, il y a 14 bandes qui ne s'entendent pas, qui s'entretuent entre eux et qui ne veulent pas participer au dialogue. Et c'est pour ça que je dis à tous les Camerounais qui nous regardent que le problème n'est plus l'État, parce que l'État est en train de faire ce qu'il doit faire sur la sécurité des personnes, sur la mobilisation. Vous avez parlé d'argent tout à l'heure. Moi, je vous dis, on ne peut pas rassembler s'il n'y a pas de moyens. Il y a des moyens qui ont été mis sur pied pour que cela soit fait. Aujourd'hui, moi, je me retourne vers les élites. Les élites, il a dit qu'il est élite. Vers toutes les forces vives du nord-ouest et du sud-ouest qui peuvent s'asseoir, parler à leurs enfants. Pourquoi? Vous êtes sociologue. On peut s'asseoir. Oui, vous êtes sociologue. Vous savez très bien qu'il y a une filiation qui existe. Vous avez des enfants, vous avez des neveux. Il y a des patriarches dans nos villages, dans nos communautés, qui peuvent s'asseoir et dire nos enfants vont aller à l'école. Zone tampon. Nous faisons aller les enfants à l'école et nous déposons les armes pour aller rencontrer le président Paul Biya. Parce que c'est lui le président, c'est lui qui a été élu. Nous l'avons voté. Nous l'avons voté et nous l'avons voté pour qu'il assure la sécurité des biens et des personnes. Si nos petits frères, nos enfants ne partent pas à l'école, vous en serez responsable. André Luther, il y a eu une initiative de la conférence générale anglophone qui visait justement à pouvoir... Vous serez responsable. André Luther, Vous allez rendre compte de vous avez évoqué le fait qu'il faut que les patriarches, les forces vives de ces régions s'asseyent pour discuter. L'initiative de la conférence générale anglophone s'inscrivait dans ce sens-là. Une fois les pouvoirs publics ont dit, après l'élection présidentielle, le chef de l'État a été réélu avec 71% des suffrages exprimés en sa faveur. Cela fait plus de 8 mois que l'élection est passée, mais la conférence générale anglophone, qui vise à permettre à ce que ces fils et filles du sud-ouest et du nord-ouest s'asseyent pour discuter, cette conférence n'a pas été autorisée jusqu'à ce jour. Pourquoi ça traîne? Mais vous n'avez pas l'information. Vous ne savez pas que les personnalités qui pilotaient cette conférence ont été régnées même par les Amazoniens? Hein? Ça, c'est les médias. Hein? Mais je le dis. Je le dis. Ils ont dit que Lee Smith n'est pas anglophone. Ils l'ont dit. Ils l'ont régné. Simon, celui qui devait gérer la Simon Munzu. Mais on a dit qu'on ne le veut pas. On a dit qu'on ne le veut pas. Je parle devant les médias. Mais les Amazoniens l'ont dit qu'on ne le veut pas. On n'a pas eu ton information là. Vous n'avez pas eu cette information? Alors. Bon, je parle dans Amondo Vision. C'est la raison invoquée par le gouvernement pour ne pas donner l'autorisation. Ils n'ont justement donné aucune raison. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Vous n'avez pas donné aucune raison. Je vous en prie, monsieur. André Luther a la parole. André Luther, allez-y. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? C'est qu'on ne peut autoriser ce qui est divisé, qui peut encore enliser les problèmes. Donc, qu'ils s'entendent, et c'est ça le véritable problème dès le début. Hein. Même les bandes qui sont en brousse ne s'entendent pas. Parce que le véritable problème, c'est quoi? C'est que si vous discutez avec les mauvaises personnes, vous perdez votre temps. Si vous parlez des sujets, vous prenez des résolutions avec des mauvais invités, avec ceux qui n'ont pas le pouvoir, vous perdez votre temps. Donc, il faudrait qu'ils s'accordent dans cette conférence-là pour qu'ils puissent permettre à ce que l'État leur donne du crédit. Alors, Edmond Kandia, André Luther Meka estime que le gouvernement pointe du doigt les groupes séparatistes qui bloquent le processus de dialogue. Le gouvernement estime qu'il a assez fait en matière de mesures de sécurité, en mesure d'accompagnement et de réponse aux préoccupations des populations dans les régions anglophones. Et pourtant, nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire. La situation est loin d'être améliorée sur le terrain. Comment comprendre que malgré les initiatives prises par le gouvernement, le climat sociopolitique reste autant tendu? Le gouvernement prend des initiatives, certes, mais je le dis toujours, ces initiatives sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes. Il faut aller plus loin. Il faut déjà reconnaître que le problème actuel qui se pose dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est un problème politique.
et nécessite une réponse politique. Est-ce que le gouvernement a déjà compris que le problème est politique et nécessite une réponse politique? C'est la question que je me pose. Parce que quand je vois ce qui est en train d'être fait sur le terrain, je n'ai pas le sentiment que le gouvernement a déjà accepté l'idée que le problème est politique et qu'il faut y apporter une réponse politique, comme je le disais tantôt par rapport à la tripartite, où il y a eu des solutions politiques à une crise grave qui avait paralysé l'économie du pays. Le Cameroun avait perdu des centaines de milliards du fait des vies mortes pendant 7 mois. Pourquoi le gouvernement ne peut pas tirer les leçons du passé et s'inscrire dans cette, n'est-ce pas, dans cette lignée-là et comprendre que voici venu le moment d'apaiser totalement. Vous savez, quand un gouvernement décide de tendre la main aux forces séparatistes ou à des forces rebelles dans un pays, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse du tout. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'on a vu effectivement des élites du RDPC, des élites gouvernementales ou des membres ou des élites du parti qui vont sur le terrain, font ce qu'on appelle la politique spectacle, véritablement battre campagne, comme s'il s'agissait des élections, alors qu'il s'agit d'autre chose, d'un enjeu qui concerne tous les citoyens, tous les parents camerounais. Je le disais au début, que l'école est une chose fondamentale. Nous devons encourager nos enfants à aller à l'école, mais pas dans des conditions où leur vie est en danger. Mais qui met cette vie en danger, monsieur C'est Kanga? pour cela que je dis Qui met cette vie en danger? les solutions Dites-le qu'on ici. propose. André Luther, je vous en prie, aide-moi à la parole. Aide-moi, allez-y. C'est pour cela que j'ai dit que ce que propose le gouvernement est insuffisant. Il faut aller rapidement, mais alors, je dis rapidement, vers des approches qui permettent à toutes les parties de se retrouver. Parce que c'est possible. Et j'ai déjà pu aller dire sur ce plateau, le gouvernement a un atout important aujourd'hui. Un atout, une opportunité qu'il n'arrive pas à exploiter. Et cet atout, c'est quoi? Nous avons Ayoub Tabé et sa délégation au Cameroun. Et on a la chance que lui, il est d'accord pour le dialogue. Il est d'accord. On l'a renié. Mais voilà une opportunité. Moi, je l'ai pas. Donnez-lui la possibilité, lui et son équipe. Il faut commencer quelque part. Sinon, on va jamais. Nous avons sur place des partis politiques de l'opposition, y compris ceux qui sont embassés, qui sont pour le dialogue. Mais commençons déjà avec ceux qui sont volontaires, qui délibérément dit nous sommes pour le dialogue. Et ils sont nombreux. Il faut d'abord Ils sont déposer nombreux. les armes. Il faut d'abord Commencez déposer par les là. armes. Quel Oui, est le c'est dialogue suffisant. qu'on va faire? On ne fait que tuer les gens. Condition que tu Il faut d'abord déposer les armes. Alors, vous évoquez, André Luther, la nécessité de déposer les armes du côté des groupes séparatistes. Maître Emmanuel Achou, il y a les Nations Unies qui appellent, quant à eux, à un cessez-le-feu, que ce soit de la part du gouvernement ou de ces groupes armés. L'Assemblée générale de l'ONU est prévue en septembre, au moment où il y a la rentrée scolaire au Cameroun. Il y a une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et la situation au Cameroun est loin de s'améliorer selon l'avis de plusieurs panélistes sur ce plateau. Quels sont les enjeux d'une rentrée scolaire effective pour éviter un autre regard de la communauté internationale sur le Cameroun? Thank you, Cedric. It looks to me as if we are not going to have an effective back to school in the northwest and southwest regions. The first consideration I'll look at is the number of villages that have been burnt. More than 250 villages burnt down. Mr. Meka will ask me who burned them down. Mr. Meka, there is a Cameroonian general who said on RFI, we burned down houses where Non, c'est faux. secessionists are C'est faux, ce hiding. n'est même pas possible. C'est pas possible. General Melingi, if you want to continue the C'est pas narrative, possible. General Melingi said so. C'est faux. So C'est we faux. have the evidence that a general Ceux qui ne voulaient said, pas participer à, Can you allow me talk? cette rebelote, on venait Can you allow me abandonner, talk, venaient sir? incendier leur maison la nuit. can you En allow fait, me on- talk? Can you allow me talk? Now, I'm saying that we know that a general said on RFE that they burn down houses where they suspect that Ambazonians are hiding. C'est faux. Number two, all those villages that have been burnt,
their occupants are in the forest. You want school to resume. If these people were to come back to the villages, where will they live? Where will they live? The government has done nothing. I say nothing to even put huts or even tents to receive those people who are in the forest. If they all come back, where are they going to live? Are they going back to their burnt foundations to go and sleep there and begin to rub themselves in mud, or how? So you want school to resume and you are a responsible government. The first thing you do is make provision to accommodate these people who don't have houses anymore. If you cannot accommodate them, please allow them stay in the bushes where the leaves of the trees are providing them shelter. It is better than bringing them back to a place where there is no roof. That is the second point. The third point is, when we see these CPDM people go down to the field to say, oh, but school should resume. I want to take the example of someone who went to Bangem. This is actual hypocrisy. This man went to Bangem and organized football matches. And you see, I was so shocked that they would take the name of the head of state and associate it to the meanest of football pitches. They put the president name there, Stade Paul Biya Stadium. That does not mean anything to Mr. Meka. When you see that they take the president's name and put on a building, look at the field that they were calling Paul Biya Stadium. I mean, I felt bad because my head of state's name was being dragged in the mud. It was being associated to that type of structure as a stadium. These people were doing that for one reason, because they will go up there and say things are back to normalcy. Please, who are you fooling? Tell the truth. Things are not normal. Things are not normal. Create the conditions that can be favorable for schools to resume. Now, when the United Nations says, please, there should be a ceasefire. When Mr. Mekala talked, he agreed that in a condition of war, in a situation of war, nobody can come out. Yes. So if nobody can come out, why do you trade blame? We all know that our president declared war. He declared war. Please, before telling people to drop their guns, let him pull back the war that he declared. Let him stop the war that he declared. It's normal. Just be normal. Stop the war that you declared. Call for a ceasefire. If you cannot stop the war, call for a ceasefire. Now, Edmond has been saying here throughout, let us learn from the past. There was a tripartite agreement in this country. Let's learn from the past. What stops this government from using allies like us? You say I am an ally. And look, let me tell you, I have not featured anywhere to defend the Amazonian cause. Never, nowhere. I am not in their defense team. I have never defended any of them anywhere. There is no way you can rob me inside Amazonian thing. I am president, national president of Reform Party, and everybody knows that I am a straightforward person who tells the truth. If you want to lie, I will tell you are lying, because our fathers did not make a mistake. Cameroon is our country. If you know, I think you can remember that Dr. Foncha, Terendeli say, Sumono BC. It is our country. Now, the form of this country does not make the country divided. Yeah. The United Nations, the American government, they are all saying back to federation. So if some simple people still think that federation is separation, well, we are sorry for them, because everybody, European Union, African Union, they all say back to federation. And then you see, you should stop thinking that some people are here to fan causes. We have gone beyond that level. The Anglophone cause is now being fought at the international level. It's no longer here. Whether you say yes or you don't say no, the thing is in the UN. It will be debated. Et les Nations Unies qui attendent la réaction du président de la République, le chef de l'État qui, pour l'instant, a prescrit au ministre de l'Énergie de tout faire pour rétablir l'électricité à Yaoundé, la cité capitale, qui fait face à 2 semaines de coupure d'énergie électrique liées à un incident grave survenu dans un poste électrique. David Iboutou, vous venez de Yaoundé. Après cette
ce point de presse conjoint donné par le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Énergie sur les causes de cet incident et évoquant près de 28% des ménages sans électricité à Yaoundé et des mesures d'urgence prises pour rétablir l'énergie électrique dans un délai d'une semaine. Pour autant, les populations s'interrogent sur ce problème qui se pose en pleine année 2019 dans la cité capitale Yaoundé. Justement, ça fait réfléchir. En pleine année scolaire, comme vous l'avez dit, au début d'une rentrée scolaire aussi importante comme celle qui s'annonce. Vous parliez du communiqué de quelques membres du gouvernement. Nous sommes là dans la rhétorique habituelle, où on nous dit que tout va s'arranger dans les prochains jours. Mais sauf que on ne semble pas s'arrêter sur quelque chose qui a quand même été dramatique. Vous savez, les ministères ont été paralysés pendant 2 à 3 jours, en plein cœur de la capitale. Vous imaginez ce que cela peut valoir en termes d'impact au plan économique, au plan des investissements, etc. Nous sommes dans un pays quand même où on clame des principes ou des concepts d'émergence, de développement, etc. à l'horizon quelque chose de 2000 années. Tu vois, le président aura 102 ans, en tout cas, en 2035. Donc, et on vous dit quand même que dans ce pays, je vous en prie, monsieur Meka, c'est extrêmement grave. Vous vivez à Douala, je ne sais pas s'il y a eu ces cas ici. Moi, je viens de Yaoundé. J'ai passé 5 jours chez moi sans électricité. Vous savez, je voulais acheter des yaourts à mon dernier né dans une entreprise, dans une boulangerie. Le boulanger en chef est sorti pour me dire, monsieur Boutou, je vous reconnais, vous passez souvent dans les médias, là, je viens de perdre l'essentiel de mes produits. Et qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi, qui va me rembourser ça? Il m'a parlé avec un ton menaçant, j'avais l'impression qu'il avait en face de lui son exutoire à problème. Quand il me dit ça, parce qu'une boîte à yaourt, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas la conserver au-delà de 48 heures si elle n'est pas sous une température assez fraîche. Et voilà donc les conséquences au plan économique. Donc ça ne fait pas rire du tout. Et je viens de Yaoundé où ça grogne de ce côté-là. Maintenant, moi je voudrais plutôt orienter votre question sur l'audit qu'on devrait faire sur tous ces barrages. Sur tous ces barrages électriques dont on nous a parlé comme quoi qui viendraient résoudre ce sempiternel problème d'électricité que nous avons. Il y a eu 4 barrages jusque-là. Donc j'ai essayé de faire un peu une forme d'audit personnel. On vous a parlé de Menvele. Menvele a coûté près de 500 milliards pour 160 mégawatts. On vous a parlé de Mekin. Mekin a coûté 100 milliards pour près de 15 mégawatts. D'ailleurs, Mekin bat le record et vient d'entrer dans l'histoire comme ayant le mégawatt le plus cher au monde. 100 milliards pour 15 mégawatts. On vous a parlé de Long Pangar. 500 milliards pour 75 mégawatts. On vous a parlé de Bini Awarak dans la Damawa. 200 milliards pour 30 mégawatts. Nous sommes là sur un total de 280 mégawatts pour 1300 milliards. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Et avec ça, on vous dit quand même qu'une capitale politique n'a pas d'électricité. On vous dit que les entreprises peuvent rester dans le noir. Vous imaginez l'impact en termes de conséquences que je développais tantôt? Non. Il faut qu'on s'arrête. Il faut franchement qu'on arrête à un moment de blaguer dans ce pays. Il s'agit là de notre argent. Il s'agit là de nos ressources. Et il s'agit là d'un patrimoine qui devra servir à nos enfants. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse à dilapider nos ressources, aussi infimes qu'elles soient déjà, pour déjà les émietter avec un amusement qui ne dit pas son nom, en les distribuant, en les dispatchant à des amis qui viennent prétendre nous donner des barrages électriques, pour qu'on en soit à réfléchir comment avoir 500 mégawatts sur un pays de 24 millions d'habitants. Vous savez, un pays comme l'autre, avec les intentions que nous prêtons de vouloir atteindre l'émergence, etc., il nous faudrait au bas mot, j'ai discuté avec un expert avant d'entrer dans ce studio, il me parlait de minimalement 7 000 à 10 000 mégawatts. Nous en sommes aujourd'hui à une capacité de 280 mégawatts, à l'heure où je vous parle. Et après avoir dépensé 1300 milliards, ridicule, monsieur Cédric Moufélé, ridicule. Il faudrait, avant que nous ne continuions, que nous interpellions le chef de l'État pour qu'on ordonne un audit sur tout ce qui s'est passé dans la gestion des barrages hydroélectriques et des centrales thermiques qu'on a eu jusque-là. Parce que c'est des véritables gouffres à sous où on a confié à des copains qui ont fait ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, même certains sont en train de vouloir qu'on érige certaines en des sociétés d'État pour qu'on nomme là-bas PDG, PCA et tout ce que vous voulez, pour que ce soit davantage des gouffres à sous interminables où on placera
des amis, des copains, et pour qu'on soit dans un cycle interminable qui nous ramènera ici dans un an pour discuter sur les mêmes choses. Alors justement, la puissance installée en termes de mégawatts au Cameroun est environ de 1300 mégawatts et elle progresse, du moins la demande de près de 100 mégawatts. Et selon la sortie du ministre de l'eau et de l'énergie, le problème c'est au niveau du transport de l'électricité dans la ville de Yaoundé. Ce problème de transport a été posé depuis de nombreuses années. La Sonatrel a été créée pour résoudre ce problème depuis déjà 3 ans. Et un incident pareil qui suscite des interrogations sur la politique énergétique mise en place au Cameroun. André Luther. D'abord, je n'ai jamais compris à chaque fois qu'il y a des problèmes managériaux qu'on impute cela à l'État. Je n'ai jamais compris cela parce que... Je peux vous répondre, M. Baka. Je peux vous répondre. C'est-à-dire que c'est l'État qui choisit ces managers-là, qui place dans ce secteur. Et c'est l'État qui définit la politique de planification. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Okay, je n'ai jamais compris parce qu'effectivement, nous sommes passés de ASONEL. Après, nous sommes arrivés à INEO avec Actis. Je crois qu'il y a eu, n'est-ce pas, les actifs et les passifs. Et ils réalisent beaucoup de bénéfices. Et ces bénéfices, effectivement, peuvent participer à la construction des édifices. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion entre le leadership managérial et la gouvernance par objectif de l'entreprise et l'État. Il faut que ce soit clair. Il faut qu'on essaie de faire, n'est-ce pas, une distinction là-dessus. Parce que si, effectivement, vous jouez à ce jeu, c'est-à-dire que vous n'interrogez pas les capacités managériales, prévisionnelles de M. Nana Conchou et que vous atterrissez sur le chef de l'État, tout à l'heure, hein. Ça fait un problème, ça fait véritablement un problème sérieux. Il faut préciser qu'il y a deux entreprises qui ont été sollicitées dans le cadre de ce problème. La Sonatrel et Eneo, et d'aucuns estiment que c'est le problème de transport qui a été au centre de ce problème et qui interpelle la Société nationale de transport d'électricité et moi, Eneo, dans ce problème. Vous m'informez pas. Mais je dis, pour quelqu'un qui a de la logique et qui a de la raison, pour moi, je trouve un peu bizarre qu'on politise tous les problèmes. Je crois qu'il est important d'interroger la capacité managériale et prévisionnelle, n'est-ce pas, d'Eneo. À ce qui concerne, n'est-ce pas, la Sonatrel, je crois que c'est une nouvelle entreprise qui est en train d'être mise sur pied et il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'éléments qu'il faille mettre sur pied pour que le transport de l'électricité soit bien géré. Mais moi, en tant qu'intellectuel, j'interroge tout de même les bénéfices qui sont engagés par cette société Néo. Et c'est le devoir de qui? C'est pas de l'État? Non, s'il vous plaît. Et effectivement, n'est-ce pas, le rendement en termes, n'est-ce pas, de réhabilitation des infrastructures, en termes, n'est-ce pas, de modernisation des infrastructures par rapport à cela. Moi, je dis, le président était avant-gardiste. Et je crois qu'en tant que président avant-gardiste, il a mis sur pied un certain nombre, n'est-ce pas, de barrages qui sont en construction. Aujourd'hui, on ne parle plus sur le néant, on parle, n'est-ce pas, des acquis. Même si ces acquis n'arrivent pas à aboutir, il y a quand même, n'est-ce pas, des barrages qui ont été mis sur pied pour pallier à ce problème. Je voudrais vous donner les chiffres. Le taux de couverture d'électricité en zone urbaine, c'est 62%. 93% sur le réseau urbain. Je dis bien 93% et 23% sur le réseau rural. Ça veut dire que sur le plan urbain, il y a tout de même... Combien rural, au plan rural, c'est combien? 23%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan de la couverture d'électricité et sur le plan national, 62%, nous sommes en dessus de la moyenne. Et c'est des choses, effectivement, qu'il faudrait encourager. Il faudrait encourager cela et il faudrait accompagner le chef de l'État. Et je suis d'accord avec vous qu'on essaie de jeter un regard sur les barrages qui sont en train d'être construits et qu'on essaie de voir quelle est effectivement aujourd'hui leur participation, leur efficacité par rapport au réseau énergétique. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait des débats politiques où des gens effectivement ont pris un certain nombre d'actifs dans la société qui engagent des bénéfices et qui ne réhabilitent pas des infrastructures et qui ne créent pas, n'est-ce pas, un management prévisionnel. Pour moi, ça me cause un problème. Alors, il y a des concessions qui ont été signées entre le gouvernement et les entreprises en charge de l'électricité au Cameroun, notamment Eneo. Et l'entreprise fait savoir qu'elle a de fortes contraintes de trésorerie parce que le gouvernement ne paye pas ses factures. 15% de la production totale d'énergie fournie par Eneo qui n'a pas eu de compensation financière. Plusieurs sites internet, sites d'information font état de près de 100 milliards de factures impayées qui empêchent Eneo de pouvoir effectuer les investissements nécessaires pour la maintenance du réseau de distribution d'énergie électrique. André Luther,
Le gouvernement est-il confronté croyez à ça? quelques tensions de trésorerie Vous y croyez? pour régler ces factures? Non, ce que je vais vous demander, c'est que vous y croyez effectivement que Eneo, qui a le monopole de gestion d'électricité au Cameroun, a vraiment des problèmes de facture? Je n'y crois pas. D'ailleurs, il y a des soupçons même que certaines prestations soient faites hors du pays. Le secteur de l'électricité a été Non, libéralisé avec des producteurs que- et tout le reste. Je vous en prie, permettez à d'autres de réagir. Edmond Kambia, sur la situation que vit la cité capitale, où une partie des ménages, une partie de la capitale est plongée dans le noir depuis 2 semaines. Pourtant, le Cameroun a obtenu un prêt d'environ 325 millions de dollars en 2016 visant la réhabilitation de son réseau de transport d'énergie électrique, un prêt venant de la Banque mondiale pour accompagner la Sonatrel dans sa mise en œuvre. Comment comprendre un tel incident qui survient 3 ans après le fait que les financements aient été annoncés pour le gouvernement camerounais pour l'accompagner dans le processus de réhabilitation et de maintenance de son réseau de transport d'électricité? Cela pose profondément la question de la gestion de la politique énergétique du Cameroun. En effet. Si nous voulons vraiment atteindre l'émergence qui a été annoncée pour 2035, l'émergence passe par la disponibilité de l'énergie. D'abord, Nous ne pouvons pas avoir avoir un pays industrialisé sans énergie. C'est impossible. Ça, c'est sur le plan économique et financier, c'est dramatique. Ce n'est pas possible qu'à l'heure actuelle, avec le financement dont vous avez parlé, qu'on en soit arrivé là. De la prévision à la réalisation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il qu'on ait pu construire tant de barrages, avec tant d'argent, avec pour si peu de mégawatts, et qu'on n'ait pas pu penser au transport de cette énergie-là pour ravitailler le pays? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Et c'est une question qui n'est pas seulement prévisionnelle, mais qui impacte au niveau de la qualité du leadership. Je ne suis pas sur le leadership managérial orienté dont parlait M. Meka, mais je dis sur la qualité du leadership politique. C'est le leadership politique. Comme d'habitude. Non, c'est le leadership politique. Vous avez toujours Parce fait qu'il comme va aérien. de l'image du pays. Mais vous imaginez, c'est la capitale du Cameroun. Ça veut Yaoundé. dire que... Pendant des semaines, des missions diplomatiques n'ont pas Je ne d'électricité. suis pas surpris. J'ai dit des missions diplomatiques n'ont pas d'électricité. Je ne parle pas seulement de tout ce qui a été dit, des entreprises et autres, mais même les pays que nous accueillons au pays sont dans le noir. Vous imaginez ce qui peut se passer dans le noir, in the darkness. Mais there is fire on the mountain. Vous imaginez? Imaginez qu'il arrive quelque chose à un ambassadeur ou un ressortissant d'un pays étranger dans ce contexte-là. Vous savez l'impact, ce qui peut arriver au Cameroun? Non. Je voudrais tout simplement dire ceci. Il faudrait qu'on fasse très attention. Il faudrait qu'on fasse très attention. Je partage l'idée de l'audit sur les barrages. en effet. Et j'ajoute ceci. Et on Je vous en prie, Edmond, on peut allez-y. revoir même la concession avec Eneo aussi. Évaluer également. Je n'exclus rien. Je n'exclus rien. Je pense qu'il faut mettre tout sur la table, évaluer et voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que ce qu'il faut signaler, ce qui ne va pas sur le plan énergétique, ça ne marche pas également dans tous les autres secteurs. Donc, en fait, l'énergie n'est pas un secteur isolé. Les délestages, on le sait, depuis de nombreuses années. Voilà ce que je pouvais dire. C'est le gouvernement qui a annoncé l'arrivée des cellules visant à la réhabilitation du poste électrique pour un retour de l'électricité d'ici une semaine, selon l'annonce faite par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci à vous, André Luther, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Maître Emmanuel Achou. Je remercie David Eboutou d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Fa Elvis et Edmond Kambia. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.